va poursuivre cette discussion avec la salle et avec d'autres interlocuteurs. Moi, je me présente, je suis Emmanuelle Jourdan-Chartier, je suis membre du secrétariat général de la LDH et membre de la section de Lille. Donc, je suis vraiment, enfin, on est ravis de vous accueillir pour cette 4e édition du Forum des Libertés. Je vais peut-être dire juste un mot sur ce Forum des Libertés. C'est un événement qu'on a mis en place en 2021, c'est notre 4e édition, 2000, ouais, c'est ça, 4e édition du Forum des Libertés pour l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça nous paraissait important d'avoir un temps fort pour la section de Lille, pour nous faire entendre particulièrement, nous, ligueuses, ligueurs, une fois par an, et pour faire entendre quelque chose pour ce jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que cette Déclaration universelle des droits de l'homme, ça reste pour nous toutes et tous, ligueuses et ligueurs, un socle, pas uniquement pour défendre des valeurs, des concepts, mais parce que c'est aussi l'objet de notre combat. Notre combat, Philippe l'a rappelé, c'est tous les droits pour toutes et tous, partout. Tous les droits parce qu'ils sont indivisibles, parce qu'on ne peut pas saucissonner les droits, ils dépendent les uns des autres. Le droit de voter sans le droit à l'éducation, il perd de son sens. Le droit d'éduquer sans le droit au logement, il perd de son sens, hein, et on le voit quotidiennement, vu la difficulté d'accès à l'éducation pour les enfants, en particulier qui sont à la rue. Donc il y a cette question de l'indivisibilité des droits qui est très importante, puis la question de l'accès effectif. C'est bien joli d'avoir des droits inscrits dans des textes, encore faut-il qu'ils soient accessibles et effectivement accessibles pour tous et toutes. Donc on a du pain sur la planche et on a souvent l'impression de ramer à contre-courant, particulièrement depuis quelques mois. Il faut bien dire que nous ne sommes guère ménagés dans nos combats. Et il nous a semblé cette année, avec la section de Lille, que la question des discriminations liées aux origines et la question du racisme, elle s'imposait comme thème pour ce Forum des Libertés suite au déferlement de stéréotypes, de violences verbales, de violences physiques, face à une sorte de normalisation ou parfois même de justification explicite de discours ou de discrimination raciste. Je dis justification explicite, particulièrement au moment de sélection législative, mais également avant, comme si les discours et les idées qui ont longtemps été cantonnés à l'extrême droite avaient largement débordé. Et ce que sous-tendent ces mots, c'est l'idée que tous les droits ne seraient pas pour tous, qu'il y aurait des droits qui seraient réservés à certains en fonction de leur lieu de naissance, de leur couleur de peau, de leur origine. Donc là, il y a quelque chose qui bien entendu, est l'exact inverse de ce qu'on veut, comme si certains dans notre société seraient plus légitimes que d'autres, comme si d'autres seraient indésirables. On a vu le terme qui est un terme qui a longtemps été employé, particulièrement dans les années 30, revenir dans le vocabulaire médiatique, politique. Il a été prononcé par un député des Républicains au moment du vote de la loi Asile et Immigration, qui a utilisé le terme d'indésirable. Moi, je suis prof d'histoire, ça m'a profondément choquée. Donc là, il nous a semblé qu'il y avait quelque chose d'important à dire, à faire, d'où cette soirée. Alors je vais quand même, pour nous c'est aussi une soirée de lutte, quelque part, pour retrouver aussi l'énergie de lutter ensemble, collectivement. Je vais d'abord adresser quand même un immense merci à la section de Lille, voilà, job collectif, un peu... c'est quand même un boulot collectif d'organiser un événement. Merci à tous les partenaires, la ville de Lille bien entendu, la gare Saint-Sauveur, le bistrot Saint-Sau, c'est un chouette lieu pour faire ça. Immense merci au centre social Les Moulins, voilà, comme Philippe, comme d'autres, j'ai eu le plaisir d'être accueilli là-bas et autant qu'on sera invité, on continuera à venir, voilà. Aux partenaires Kif Kif, le MRAP, il y a d'autres partenaires que vous verrez, il y a la librairie Le Bateau Livre qui sera là tout à l'heure. Et immense merci à nos invités. Donc
Cécile Baroua-Tarini, qui est adjointe de Claire Hédon, défenseur des droits, donc une institution et pas une association, contrairement à ce que beaucoup le pensent, avec un vrai rôle sur cette question des discriminations, sur d'autres questions qui nous préoccupent, liées en particulier aux forces de l'ordre. Voilà, donc, et puis, à Lille, comme dans plein d'endroits, le défenseur des droits, c'est aussi tous les délégués, et donc pour nous des relais précieux, des partenaires précieux avec lesquels on est souvent en lien et avec beaucoup je pense de convergence dans ce qu'on fait et d'appui dans nos combats. Nathalie Théiot, c'est notre présidente à la LDH. On est très content d'avoir notre présidente nationale avec, en plus, on le sait, des combats qui ont été portés, qui rejoignent tout à fait ce dont on parle ce soir, hein. Nathalie en particulier, on le sait, c'est à toi qu'on doit beaucoup le travail énorme des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières partout en France avec la LDH, qui est quand même un outil de défense de la démocratie qui est extrêmement précieux et tout à fait essentiel, et puis de très nombreux autres, hein, sur les amendes au faciès, les amendes forfaitaires délictuelles, on vient d'en parler, entre autres, donc voilà. Merci également Jérôme Pianezza, qui est fidèle à nos événements et qui, voilà, ta présence est aussi une manière pour la ville de Lille d'accompagner ce partenariat qui est très important pour la section. Et merci Julien Talpin, chercheur CNRS, c'est un peu notre spécialiste des discriminations, et comme en plus il a l'avantage d'être lillois, maintenant c'est encore plus facile de l'inviter. Donc merci beaucoup à vous d'être présents. Je vais vous proposer, donc vous donner la parole pour 10 minutes environ de présentation. D'abord à vous, Cécile Baroua-Tarini, si vous voulez bien, dans l'ordre qu'on m'a indiqué, hein. Puis ensuite donc à Jérôme Pianezza, Nathalie Théiot et ensuite Julien Talpin. Voilà, je vais dérouler. Respectons l'ordre. Merci beaucoup. Merci madame, merci à la Ligue des droits de l'homme et à sa section lilloise. J'ai le plaisir aujourd'hui d'intervenir au nom de Claire Hédon, qui est la défenseure des droits et dont je suis l'une des 5 adjointes. Le thème de cette table ronde, discrimination ethno-raciale, comment lutter contre le refus de l'autre, interpelle l'institution que je représente aujourd'hui, défenseur des droits. Pour ceux qui nous connaissent moins, je voudrais m'arrêter un instant sur ce qu'est le défenseur des droits. On ne le connaît jamais assez, même si j'étais ravie d'entendre le nom de l'institution à plusieurs reprises lors de la conférence précédente. Donc le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante, donc une institution effectivement et non une association, mais autorité administrative indépendante, ça signifie en creux que nous n'avons pas de pouvoir de contrainte et que nous avons pour mission de régler les litiges, les conflits et les réclamations dont nous sommes saisis autrement et principalement par la médiation. 80% des sollicitations qui nous sont adressées se règlent par la médiation, grâce notamment, vous l'avez souligné, à l'intervention des délégués. Il en est 50 qui sont dans la région des Hauts-de-France, donc 50 personnes qui sont dédiées aux défenseurs des droits et pour accompagner dans les processus de médiation. Et donc la médiation, c'est la persuasion, le droit souple. Le défenseur des droits intervient par l'intermédiaire d'avis également. Et puis nous accompagnons également en produisant des observations en justice. Donc nous ne saisissons pas le juge, mais nous sommes à côté des réclamants. Nous sommes écoutés par la justice, c'est important de le signaler. Mais donc pas de pouvoir de contrainte. Le défenseur des droits intervient dans 5 domaines, il a 5 champs de compétences et vous allez voir que la lutte contre les discriminations est au cœur de ses missions, notamment parce que le défenseur des droits est né en 2008 et a récupéré les missions de 4 institutions qui préexistaient, dont la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, que certains connaissent certainement. Donc HALD, médiateur de la République, donc on s'occupe de relations avec les services publics et on voit des sujets de discrimination dans ces relations, également de droits de l'enfant, de questions de déontologie policière, et là également se pose la question des discriminations,
Et depuis 2016, le défenseur des droits est également compétent pour accompagner les lanceurs d'alerte. Pourquoi ? Eh bien parce que souvent, les lanceurs d'alerte sont victimes de discrimination. Donc les discriminations, c'est un peu dans l'ADN de l'institution du défenseur des droits. Sur le sujet, au regard du thème de la journée, je crois qu'il y a deux choses qui nous préoccupent, nous, aujourd'hui. Tout d'abord, l'existence d'un phénomène de discrimination lié aux origines qui est très important et qui pourtant est sous-déclaré, et c'est ce qu'observe l'institution. Et puis ensuite, eh bien, les réflexions que nous menons, nous, défenseurs des droits, avec le regard et les missions qui sont les nôtres, pour pouvoir lutter efficacement contre ces discriminations origines. Et c'est sur ces deux points que je voudrais m'arrêter dans le temps qui m'est imparti. Tout d'abord, la sous-déclaration d'un phénomène. Nous le rappelons régulièrement aux défenseurs des droits, la discrimination, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une revendication, un sentiment, ça renvoie à un cadre juridique. Je m'arrête un instant pour dire que la discrimination en droit, elle est caractérisée par un traitement défavorable, fondé sur des critères définis par la loi, sexe, âge, handicap, donc on traite différemment quelqu'un en raison de son sexe, de son âge, de son handicap, dans un des domaines visés par la loi. Par exemple pour l'accès à un emploi, l'accès à un logement. J'y reviendrai, mais le racisme, c'est un phénomène déplorable, mais ce n'est pas en soi une discrimination. Et c'est important parce que nous ne pouvons pas être saisis de tous les phénomènes de racisme. La discrimination fondée sur l'origine, alors fondamentalement, il n'y a aucun doute, elle revient à pénaliser les individus, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Sur le plan juridique, nous la saisissons grâce à non seulement le critère de l'origine, quelqu'un n'a pas accès à un emploi en raison de son origine, mais on l'attrape également par l'intermédiaire d'autres critères de discrimination. Par exemple, l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, à une nation, le critère également de l'apparence physique. À travers cette discrimination fondée sur l'apparence physique, nous appréhendons le phénomène de la discrimination. Dès lors que ces critères jouent de manière défavorable pour l'accès à un logement ou à un emploi, il y a discrimination. Cette discrimination, elle est réelle, donc discrimination en droit, et elle progresse. Plusieurs indicateurs nous permettent d'en être certains. Alors, nous avons les indicateurs de terrain, notamment tout le travail que nous faisons avec la société civile, entre guillemets. Le défenseur des droits travaille avec un comité dit comité origine, dans lequel la Ligue des droits de l'homme est présente, qui permettent d'avoir un regard sur ces discriminations liées à l'origine, et il remonte de ce comité que les discriminations liées à l'origine se développent. Nous avons également des enquêtes statistiques, je pense notamment à l'enquête Théo, trajectoire et origine, qui a montré clairement une augmentation des discriminations entre 2020 et 2008. En 2020, 19% des 18-49 ans interrogés déclarent avoir subi des discriminations en raison de leur origine. En 2008, ils étaient 14% seulement. Ces dernières semaines, vous avez certainement vu le portail social de la France de l'INSEE qui note que les descendants d'immigrés d'origine asiatique et africaine déclarent plus souvent qu'auparavant avoir connu des discriminations, plus souvent que la première génération. On est passé de 26% à 34%. Donc, augmentation des discriminations. Évidemment, le fait discriminatoire attaque, ça, personne n'a de doute, je crois, dans cette salle, le fondement de la cohésion de notre société. Donc, on l'observe. Et à l'intérieur de l'institution, on l'observe également, cette augmentation des discriminations. Les discriminations, j'ai vérifié les chiffres, les discriminations origines, on a eu une augmentation de plus de 30% en un an. Alors je vais vous dire dans un instant qu'on n'est pas beaucoup saisi, mais même sur le faible nombre, ça augmente. Et puis on a assisté à des phénomènes particuliers dans le contexte politique et sociétal qui a été le nôtre il y a quelques mois. Nous disposons aujourd'hui d'un numéro gratuit qui est le 3928, plateforme de discrimination qui permet de témoigner et de saisir le défenseur des droits lorsqu'on est victime de discrimination. En juin dernier, on a eu une augmentation de 70% des appels à la plateforme. Alors les appels à la plateforme, c'est presque 100 000 appels par an, donc c'est énorme. Et cette hausse, elle est alliée directement à un contexte national, à des propos qui ont pu être tenus, les personnes se plaignant de propos racistes, antisémites. Donc, à travers la multiplication de ces appels, on a vu un sentiment de peur face à une banalisation de la parole raciste et antisémite. Donc, et avec derrière ce que ça peut drainer en termes de discrimination. Et c'est là que je signale que, donc, je vous l'ai dit, le racisme, ce n'est pas de la discrimination.
Mais évidemment, il y a un continuum entre la parole raciste et ensuite la discrimination liée à l'origine. Donc nous observons la réalité de la discrimination dans tous les aspects de la vie, logement, emploi qui est le plus fréquemment invoqué, et nous observons également des taux de recours très faibles. Nous, par exemple, défenseurs des droits, les discriminations, c'est 5% des saisines qui nous sont adressées, alors qu'à l'évidence, on devrait être saisi davantage. On s'aperçoit également que la saisine des juges est très faible. Pourquoi? Alors on essaye aussi là, de le documenter. Lourdeur des procédures, difficulté d'accéder aux juges, et puis il y a quand même la difficulté particulière à établir, à prouver la discrimination. Même si aujourd'hui on a un système plus favorable avec un aménagement de la charge de la preuve, il faut des indices de la discrimination liée à l'origine. Et autant la discrimination liée au handicap, elle peut parfois reposer sur des actes, sur la discrimination d'origine, c'est une discrimination qui se trouve souvent, qui est cachée, qui est très difficile à prouver. Alors face à ce constat, qui est un constat assez négatif, quel est le moyen que nous trouvons au sein de l'institution pour traiter les discriminations en lien avec l'origine? Alors plusieurs possibilités d'action pour le défenseur des droits. Tout d'abord, je crois que c'est très important d'être accessible et donc d'être au plus proche des personnes qui subissent cette discrimination, parce que ça libère la parole d'être accessible. Je l'ai dit tout à l'heure, on a 50 délégués dans la région, avec une chef de pôle, Anne-Laure Grandjean, qui est présente ici ce soir, qui représente le défenseur des droits, qui est mobilisée sur ces sujets. 200 saisines liées à la discrimination l'année dernière. Nous devons être également accessibles sur notre site. Le site internet a été refondu pour parler aux réclamants, pour être plus clair. Et puis, parfois, nous allons chercher aussi le public discriminé. C'est important de s'interroger sur la raison qui fait que des personnes ne nous saisissent pas. Je pense par exemple à tout un travail qu'on a fait avec les gens du voyage. On s'est aperçu, on a été témoin, saisi par quelques personnes qui étaient victimes de discrimination. On sait qu'il y a de la discrimination dans l'accès à la restauration scolaire, par exemple dans l'accès à l'école tout simplement, mais ne nous saisissait pas. Eh bien on a travaillé avec les gens du voyage pour voir avec eux quelle était la meilleure manière finalement d'aller les chercher pour que eux ensuite viennent à nous, et on a multiplié par 3 nos saisines par les gens du voyage. Nous allons à la rencontre du public aussi avec des actions qui s'appellent les places au droit, c'est-à-dire le défenseur des droits s'installe pendant 3 jours. Au mois d'octobre dernier, c'était à Marseille. Nous sommes restés porte d'Aix pendant 3 jours pour aller au contact de la population. Donc ce sont des petites choses, mais on communique aussi autour de ça. Donc des choses qui sont individuelles, si vous voulez. On va aller chercher les saisines. Et puis de manière plus générale, je vais essayer d'être rapide parce que ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle, excusez-moi. On essaye d'agir de manière plus structurelle, c'est-à-dire on essaye de documenter la discrimination. Alors on peut le faire en soutenant l'action de groupe. Le principe même de l'action de groupe pour le défenseur des droits, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet de porter la parole des victimes sans avoir besoin nécessairement d'exposer les victimes. La question des victimes a été posée tout à l'heure. Et puis par ailleurs, sur les discriminations liées au contrôle discriminatoire, eh bien, nous avons également essayé de documenter. Nous avons conduit une étude dont il ressortait que, en 2017, dont il ressortait que 80% des personnes correspondant au profil de jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes déclaraient avoir été contrôlés dans les 5 dernières années, contre 16% pour le reste des enquêtés. Donc on documente, et cette documentation ensuite on la porte notamment devant les juridictions pour les contrôles d'identité discriminatoire. C'est la défenseur des droits, Claire Hédon, qui a sollicité la Cour des comptes pour avoir un aperçu des contrôles d'identité. C'est finalement de cette initiative qui est sorti le chiffre de 47 millions de contrôles d'identité par an, dont 15 millions de contrôles routiers, donc on peut mettre à part, mais il en reste quand même 32 millions de contrôles d'identité sur lesquels, c'est la Cour des comptes qui le constate, on n'a pas de logique, on n'a pas de critères qui permettent d'objectiver la réalité des contrôles. Et sur ce fondement, et le fondement de l'enquête de 2017, eh bien on est allé porter un discours défenseur des droits devant le Conseil d'État pour que le Conseil d'État reconnaisse qu'il a fait la réalité d'un contrôle d'identité discriminatoire. Finissant par dire, ça a été rappelé, que ce n'était pas à lui de juger ce qu'il fallait faire, mais au pouvoir public de s'engager. Donc on essaye de documenter, d'objectiver les discriminations. Je terminerai par évoquer un sujet
qu'on connaît moins, mais que moi je connais bien chez le Défenseur des droits, qui est les lanceurs d'alerte, qui sont les lanceurs d'alerte que nous accompagnons et protégeons. Et bien ce sont des gens qui sont témoins et qui vont dénoncer des situations qui sont contraires à l'intérêt général ou contraires à la loi tout simplement. Et je crois que les lanceurs d'alerte, il serait très intéressant qu'ils se multiplient sur le sujet des discriminations, parce que là encore, ils peuvent être le témoin de comportements illégaux sans faire appel aux victimes, et là aussi ça peut faire progresser la connaissance du droit et les droits tout simplement. J'ai été très rapide, excusez-moi, mais je crois qu'on essaye de faire beaucoup de choses avec vous notamment, et je vous remercie encore de m'avoir convié au nom de l'institution. Merci à vous. Je passe donc la parole à Jérémy Pianezza. Merci. Bonsoir. J'en perds ma voix, pardon. Bonsoir à toutes et tous. Évidemment, merci pour cet espace de discussion, parce que je pense véritablement qu'on ne parle pas assez du phénomène. Il s'est accentué, en tout cas les illustrations se sont accentuées, c'est vrai, sans doute en raison d'une actualité politique ces derniers mois, vous le disiez à l'instant, mais je pense qu'il ne faut pas rester, permettez-moi l'expression, le nez sur le capot. Il faut regarder un peu plus loin. Et il faut regarder bien en amont. Et on n'en parle pas assez de façon générale, et ça fait des années et des années qu'on a l'impression, et vous savez, les impressions ne sont pas toujours fausses, elles sont parfois révélatrices aussi d'une sorte d'inertie. On a quand même l'impression un peu qu'on patine concernant la lutte contre le racisme. C'est vrai que ça n'est pas évident, parce que évidemment les temps changent aussi, donc l'expression parfois du racisme n'est pas la même, mais néanmoins ceux qui le subissent, ou ceux en tout cas dont c'est le combat au quotidien, et bien sûr je pense à la LDH, mais pas que, hein, tous ceux qui se mobilisent au quotidien, y compris les citoyens, je pense qu'il faut aussi le dire, les citoyens se mobilisent aussi, ont quand même l'impression qu'on patine. Et évidemment une pire expression de ce patinage, c'est la montée des voix de l'extrême droite. Bon. Cela dit, alors c'est un politique qui va essayer de ne pas faire de politiquement correct, donc me permettrait d'une certaine façon de me lancer, mais enfin je ne suis pas un vrai politique, moi je viens de la société civile, peut-être pour ça aussi, mais je voudrais d'abord quand même vous dire que le rôle du politique, c'est pas uniquement de commenter. C'est bien de commenter, c'est bien d'analyser. On a un chercheur, donc je ne vais pas évidemment dire autre chose, mais c'est important. Et c'est bien d'ailleurs qu'on soit tous là, parce que je pense qu'à la fois qu'il y a un chercheur, à la fois que vous soyez là pour le Défenseur des droits, à la fois qu'il y a la Ligue des droits de l'homme, et à la fois qu'il y a un politique, je ne dis pas qu'on a bouclé la boucle, mais en tout cas on est certains, chacun avec un angle de vue légèrement différent, qui bien sûr a le même objectif et qui peut peut-être faire avancer aussi les choses pour compléter le pulse. Mais le rôle du politique, c'est pas de commenter. Il y en a qui savent faire ça très bien, et particulièrement à l'extrême droite. C'est d'agir. Et c'est beaucoup plus compliqué d'agir que de commenter. Parce que par définition, quand on veut agir, quand on dit qu'on souhaite, et que de toute façon vous êtes là pour ça, on attend des résultats. Et on ne peut pas dire que les résultats soient époustouflants depuis quelques années sur, évidemment, le recul du racisme en France. Alors, si je le dis, c'est aussi parce que je pense, même si ce n'est pas l'objet de ce soir, mais qu'il faut aussi avoir conscience du fait que, vous savez, c'est Léopold Sédar Senghor qui le disait, les racistes sont des gens qui se trompent de couleur, excusez-moi, c'est plus révélateur, de colère, pardon, qui se trompent de colère. Et il y a ça aussi, et on le voit à la lumière bien sûr de la montée de l'extrême droite. On va dire les choses simplement. Madame Le Pen a fait le score qu'elle a fait aux élections présidentielles par exemple, et de façon plus générale plus récemment. Et pour prendre le score des présidentielles qui était à 45 et quelques, sauf erreur de ma part, moi je le dis clairement, il n'y a pas 45% de racistes en France, ça n'est pas vrai. Donc 45% dans l'expression du vote en tout cas, puisque bien sûr ceux qui votent ne sont pas non plus la totalité des Français. On le sait. Bon. Il y a aussi cette difficulté-là, c'est-à-dire qu'on a maintenant levé un certain nombre de tabous et on finit par voter pour un parti qui très clairement exprime des idées teintées de racisme, ça c'est clair, mais aussi parfois pour d'autres raisons. Donc le rôle du politique, c'est aussi de lutter contre les causes aussi de l'expression du racisme, même quand elles ne sont pas spécialement de la haine raciale. Je le dis parce que dans le titre
que citait Emmanuel tout à l'heure, ou vous, madame, discrimination ethno-raciale, comment lutter contre le refus de l'autre, c'est parfois aussi un refus de l'autre qui est simplement une illustration du fait qu'on va pas bien et qu'on va trouver une sorte de bouc émissaire et l'exprimer de cette façon-là. Ça n'est pas que cela, bien évidemment, mais c'est aussi cela. Bon. Donc le rôle du politique, c'est aussi de lutter, chacun avec ses idées, bien sûr, mais sur les causes aussi de cette expression raciste. Et pour se concentrer plus particulièrement sur la lutte contre le racisme, la ville de Lille, alors de façon générale évidemment, et depuis bien longtemps, essaye de trouver un certain nombre d'actions, alors qui étaient jusqu'à il y a très peu de temps, et c'est pour ça que je l'explique d'abord, non pas disparates, mais en tout cas réparties, quels que soient les pôles bien évidemment, mais au jour le jour bien sûr, parce que c'est une municipalité engagée. Je ne pense pas qu'on pourra dire le contraire. Je pense plus particulièrement à Martine Aubry évidemment, mais au-delà de cela, elle avait écrit d'ailleurs un petit bouquin dans les années 90 qui s'intitulait, je ne vais pas me souvenir précisément du titre, mais enfin en gros le petit nécessaire pour lutter contre le racisme. C'était en gros à peu près l'idée. J'espère que Martine ne m'en voudra pas, j'ai plus le titre en tête. Bon. Enfin en tout cas, c'était des actions qui étaient un petit peu disparates et qui étaient finalement dispatchées sur l'ensemble des interventions, avec des cérémonies, avec évidemment en intraveineuse de l'ensemble de la politique de la ville aussi, cette idée qu'il fallait bien sûr lutter contre le racisme, mais très clairement depuis quelques mois, et c'était d'ailleurs un peu avant les élections, dans le cadre de la délégation que j'ai l'honneur de porter, de lutte contre les discriminations, en plus des relations internationales, d'abord très clairement on a eu une réaction qui était de dire ça suffit quoi. Bon. Cette libération de la parole que vous évoquiez madame, enfin il y a un moment donné où ça devient insupportable. Je pense qu'il y a enfin c'est idiot à dire comme ça, mais je pense que physiquement ça devient insupportable. Et je pense que quand ça devient insupportable, il faut aussi dire que c'est insupportable. Parce que cette petite musique qui est de dire mais de toute façon voilà, c'est rentré dans les mœurs, on a libéré la parole, donc c'est tout, c'est comme ça, on se bat, mais on ne peut pas toujours monter sur ces grands chevaux. Si, il faut le faire. Quand on entend un certain nombre de propos sur une chaîne de télévision que je ne nommerai pas, en continu, où à chaque fois sont pointés du doigt un certain nombre de minorités ethniques ou supposées telles, c'est insupportable. Et je pense qu'il faut aussi le dire, il faut aussi le dénoncer. Mais après, il faut agir. Et donc, quand je disais ça suffit, la réflexion qui a été celle de la ville, c'est de se dire il faut tenter de centraliser tout ça dans un plan de lutte. Et vous voyez, les termes sont importants, les mots sont importants. C'est pas un avocat qui vous dira le contraire. Les mots, c'est important. Un plan de lutte, c'est pas uniquement on fait une charte, on est tous d'accord, on signe, et puis c'est pas bien, il faut le dire. C'est pas ça. C'est essayer d'agir. Et la réflexion que nous avons et que nous avons matérialisée, alors je dis d'autant plus que la Ligue des droits de l'homme y a participé activement, mais pas que bien sûr, c'est de mettre en place un plan de lutte contre les discriminations qui soit d'une certaine façon multimodal. Alors on avait songé à le faire voter au mois de décembre, a priori on le décalera un petit peu sur le mois de février parce qu'on est en train de finaliser et que le délai est un petit peu court. Mais l'idée était de dire, d'abord première chose, il faut bien sûr faire de la prévention. La prévention c'est de l'action, c'est pas comment dirais-je, un pansement sur une jambe de bois, c'est de l'action, la prévention. Et si je le dis, c'est parce que, très clairement, y compris dans les écoles, par exemple, il faut aussi, dès le départ, faire passer un certain nombre de messages. On le fait aussi, on l'a fait sur la lutte contre les discriminations LGBT, par exemple, mais il faut aussi faire rentrer dans la tête des gamins immédiatement que, bien évidemment, surtout qu'en plus, c'est des éponges, les gamins, donc très clairement, ils sont très bons clients, si vous me permettez cette expression, de faire passer évidemment un certain nombre de messages, et pas forcément de façon très théorique et très professorale, hein, bon, c'est pas que ça, et simplement aussi d'avoir des représentations dans les bouquins, dans les expositions, de gens de types ethniques différents, et c'est très bien, et c'est tant mieux que ça paraisse parfaitement naturel. Première chose. La prévention, c'est aussi tout simplement et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure avec mes voisins. On a fait la commémoration sur la Déclaration des droits de l'homme, le 76e anniversaire tout à l'heure. Les commémorations, c'est pas ringard. Il faut peut-être les remanier sur un certain nombre de points. Il faut essayer d'attirer évidemment d'autres publics que le public classique, certes. Mais une commémoration, c'est pas ringard. Une commémoration sur la Déclaration des droits de l'homme, il faut le faire. Une déclaration sur le massacre d'octobre 61 des Algériens à Paris, il faut le faire. Ce qui était un crime raciste, très clairement d'ailleurs reconnu comme tel assez récemment par le président de la République sous Ferme Lapin.
Voilà, un certain nombre de commémorations, comme d'ailleurs, et je lis ce qu'on dit sur le racisme-là, sur la question de l'antisémitisme, c'est pareil, les commémorations, il faut les faire. Bon, on a mis en place, vous l'avez sans doute entendu il y a quelques semaines, avec l'ILFIF 42, qui est une association très en point sur le sujet, la pose de pavé de la mémoire pour les familles juives déportées, qui étaient les familles illoises, lomoises ou élémoises. Il faut le faire, et il faut communiquer dessus. Ça fait partie de la prévention, c'est le premier axe. Le deuxième axe qu'on souhaite développer, c'est objectiver le phénomène. Alors évidemment, on a un chercheur, donc vous serez encore plus à même que moi pour le dire, mais c'est bien gentil de parler du racisme de façon générale, mais il faut aussi avoir des chiffres. Madame, tout à l'heure, l'évoquait également. Et objectiver le phénomène, eh bien c'est aussi, quand on est une municipalité, de faire remonter les chiffres. Nous, on finance, enfin ma délégation finance, des testings. C'est pareil, un testing, c'est pas un gros mot. Un testing, c'est... Alors bien sûr, il faut bien sûr après lire un testing, ce qui est important, il faut les faire sérieusement, c'est évidemment essentiel. Sauf que c'est le collectif Kif, on en parlait tout à l'heure, qui, pour la ville de Lille, le fait. On en a actuellement en cours, on a déjà eu des premiers résultats pour les entrées dans les bars à Lille. Les résultats, c'est pas génial, hein. Je vous le dis très clairement. Bon, c'est pas génial, et comme c'est pas génial, on en refait, et la prochaine fois, je le dis parce que nous avons rencontré des gérants de bar pour la première salle de testing avec mon collègue qui s'occupe du monde de la nuit dans le cadre du conseil municipal, Arnaud Ten, et les gérants, alors qui n'étaient pas forcément responsables de ce qui se passait dans leur établissement, mais qui en sont responsables, enfin qui n'avaient pas forcément décidé, mais qui en sont responsables, même si c'est un vigile qui dérape, hein, peu importe. On leur a dit clairement, la prochaine fois, c'est un article 40. Et un article 40, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas juristes, ça veut dire dénonciation près du procureur de la République. Et qu'après, parce qu'évidemment l'action judiciaire elle est importante, mais c'est pas la ville qui la déclenche en tant que telle, on peut faire une dénonciation, l'article 40 en l'occurrence. Bon. Et on a été très clair là-dessus. Et on le fera si bien sûr les résultats sont mauvais. Donc des testings, ça c'est évidemment important. Et puis aussi la mise en place d'une forme de cellule de veille, mais au sens large du terme, c'est pas uniquement quelque chose d'institutionnel, ça peut être par exemple par les centres sociaux. Moi je crois beaucoup d'abord aux associations qui sont très très présentes à Lille et dans tous les domaines, mais les centres sociaux par exemple, avec qui d'ailleurs on s'est entretenu récemment avec le premier adjoint de la ville de Lille, Arnaud Deslandes, qui sont au cœur du territoire, qui sont vraiment dans le maillage dans les quartiers, et les quartiers populaires, oui, mais pas que les quartiers populaires, du racisme, il n'y en a pas que dans les quartiers populaires. Il faut arrêter aussi les schémas un peu simplistes. Il y en a aussi, et le territoire de la République, il est partout, et donc s'il y a du racisme dans le Vieux-Lille, on va le dénoncer aussi, évidemment. Bon. Mais les centres sociaux peuvent nous faire remonter des informations pour pouvoir les quantifier. Parce que si on ne quantifie pas, on ne peut pas agir, me semble-t-il, de façon concrète. Et puis, la troisième chose, c'est d'assurer évidemment le respect des droits. Et ça passe, y compris au sein de la ville de Lille, par de l'exemplarité. Vous devez vous douter que ça a pu faire sursauter, mais on va mettre en place, comme on l'a fait d'ailleurs pour les discriminations LGBT, des formations au sein de la police municipale de ville de Lille. Voilà. Comme ça, si jamais il y a une difficulté, si jamais il y a une éventualité de dérapage, ben très clairement, ça sera évidemment beaucoup plus facile à capter parce qu'on a eu les formations qui ont été faites avant. Et sur ce point-là, il faut oser aussi le faire et oser le dire. On peut avoir évidemment des comportements qui sont à minima maladroits et donc il faut aussi des formations. Et puis un autre exemple que pour lequel je voulais terminer, c'est que je crois aussi beaucoup au symbole. Je vous disais, on a commencé en disant qu'il n'y a pas que le symbole, il faut aussi avoir l'action. Et le symbole, il compte. Moi, j'aimerais bien que dans les contrats, par exemple, que la ville de Lille fait, les achats publics, donc les contrats que la ville de Lille fait avec des entreprises extérieures pour les achats publics, ben, on ait éventuellement une clause de rappel obligatoire en disant attention, pas de discrimination tout court d'ailleurs, hein, qu'elle soit sur le racisme ou sur d'autres choses, parce qu'on montre l'exemple, parce que ça veut dire aussi que quand vous travaillez avec la ville de Lille, il est évidemment hors de question de mal se comporter, et qu'il est évidemment qu'on signe aussi des engagements, et des engagements importants, y particulièrement sur la lutte contre les discriminations et sur la lutte contre le racisme. Alors je ne vous dis pas que ça résout tout, mais je pense quand même que à la fois le poids des mots et le poids des écrits, il est absolument essentiel. Donc là moi je suis en train de voir ça évidemment en interne avec la ville de Lille, on va développer ça dans le plan une fois qu'il sera voté donc, au conseil municipal de février, pour pouvoir mettre en place cela dans les contrats. Voilà ce que je voulais vous décrire d'une certaine façon sur ce que un politique essaye de faire.
Merci beaucoup. Donc je passe la parole maintenant à Nathalie Théo. Merci. Alors je vais peut-être aller dans l'optimisme d'un certain point de vue, parce que nous faisons partie de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Nous sommes membres, et il se trouve que je suis membre suppléante, puisqu'on est désigné par arrêté du Premier ministre. Je suis membre suppléante au titre de la LDH. Et chaque année, la CNCDH produit un rapport sur le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Et dans ce rapport, il est en ligne, hein, donc vous pouvez tout à fait le trouver. Et on voit que la tolérance de l'autre est de plus en plus importante dans la société française. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très important de signaler, parce que finalement, il y a le visible, c'est-à-dire vous avez parlé de l'augmentation du vote pour les idées d'extrême droite, alors qu'on sait très bien que les idées d'extrême droite, ce sont des idées qui sont xénophobes et qui sont racistes, mais pour autant, il y a la société dans son ensemble. Et dans son ensemble, il y a plus de tolérance et plus d'ouverture. Cependant, le dernier rapport de la CNCDH montre que récemment, il y a eu effectivement une augmentation du racisme et de la xénophobie en général. Et ça, c'est inquiétant, effectivement. Et nous, à la Ligue des droits de l'homme, nous avons vu aussi, à partir des élections, c'était les élections européennes au départ, hein, et c'est pour ça que ça corrobore ce que vous disiez là sur juin, parce que nous aussi, nous avons vu une flambée. De toute façon, vous avez dit qu'on participait à faire l'observation, mais il n'y a pas que nous. Et nous avons vu une flambée pas seulement de propos racistes, hein, mais aussi d'actes d'agression raciste ou contre les personnes, effectivement contre les LGBT. C'est les deux. Et ça, c'est en cela qu'on voit qu'il y a, quand on parlait pour nous, c'est les droits pour tous, l'universalité des droits pour toutes et tous, partout, et bien là, on voit bien que le fait qu'il y ait un discours qui soit porté où les droits ne sont pas pour tous, ben, ça a des effets concrets. Ça a des effets sur les associations, ça a des effets, notamment les associations qui viennent en aide aux migrants et les personnes sont menacées de mort, leurs locaux sont tagués, enfin c'est des pressions énormes sur tous les acteurs de la solidarité. L'observatoire j'imagine que tu en parleras, Julien, l'observatoire des libertés associatives a fait un rapport là-dessus, mais nous aussi on a fait un rapport là récemment sur ce qui se passe à Calais et les entraves à l'observation. On voit bien qu'il y a, bon là c'est une question politique plus spécifique à Calais, mais enfin il y a de toute façon des augmentations d'entraves, et c'est pour ça que c'est aussi important qu'il y ait des lanceurs d'alerte. Nous avons accompagné par exemple un policier qui avait dénoncé des propos racistes dans les geôles du palais de justice à l'égard donc des personnes qui attendaient leur procès, et lui il a dénoncé ça et lui-même a subi des représailles. Donc il a fallu l'accompagner jusqu'à ce que les sanctions qu'il avait subies soient annulées par le tribunal. Mais vous voyez que c'est très important d'avoir ces lanceurs d'alerte, parce que c'est ce qui permet aussi de dénoncer si on n'a pas ces lanceurs d'alerte, comment on va savoir ce qui se passe dans les geôles du tribunal? Vous imaginez bien. Donc on a tout un chemin à faire avec les autres associations d'ailleurs qui ont parlé. J'ai été très sensible à tout ce qui a été dit pour accompagner les gens là. Et on a parlé du fait qu'il y a signalement au procureur. Le problème aussi en France, c'est que les procureurs de la République sont soumis à l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas indépendants. Et ça, c'est un gros problème dans la justice française, parce que du coup, ça veut dire que dans certains cas, ils ne vont pas au combat, ils ne font pas de poursuite. Je donne un exemple. Nous sommes constitués partie civile dans une affaire où on pense qu'il y a de la discrimination à l'égard de jeunes joueurs selon leur nationalité dans le PSG. C'est-à-dire un club sportif qui est tellement important, tellement connu, il y a eu un classement sans suite. Alors là, maintenant qu'on a fait cette plainte avec constitution de partie civile, le procureur a fait également des poursuites, mais vous voyez qu'il faut vraiment travailler. Et on a aussi, vous avez parlé des questions d'arriver jusqu'au procès, puis d'aboutir à ce qu'il y ait reconnaissance des discriminations. C'est très compliqué parce qu'il y a des questions de preuve, c'est pour ça que le testing c'est important. C'est une preuve qui peut être audite en justice, mais oui, c'est vrai que c'est compliqué de rentrer dans les catégories juridiques. Et
et que par ailleurs, il y a ce qu'on vit au jour le jour et qui ne rentre pas forcément dans la bonne catégorie, mais où on sent que c'est de la discrimination, mais c'est difficile à prouver. Et donc ça, c'est là aussi où on peut apporter autre chose que le juridique comme réponse, parce que nous faisons aussi beaucoup de plaidoyer à l'égard de la Commission européenne, puisque maintenant elle travaille sur l'état de droit en Europe, donc on a aussi cette entrée-là. Il y a aussi vis-à-vis du Conseil de l'Europe, il y a vis-à-vis de l'OSCE, enfin bref, il y a l'ONU, donc il y a différentes entrées où on peut essayer de faire du plaidoyer pour rendre visibles ces discriminations et pouvoir trouver des solutions ensemble avec le poids de l'international. Alors vous allez me dire, oui mais c'est juste des avis, ça n'a pas d'incidence. La France n'aime pas beaucoup être pointée du doigt de l'international. Elle préfère parfois avoir un mauvais avis de l'intérieur et le fait qu'on dénonce nous, parfois, bon, mais quand ça vient de l'international, en général, c'est pas très apprécié. Et donc ça, c'est un levier qu'il faut aussi, il faut penser à ça, mais donc, comme je ne veux pas être trop long, je vais essayer de parler un peu de combats actuels que l'on va mener. Donc, on a parlé là des contrôles aux faciès et les amendes forfaitaires. C'est effectivement un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est déjà parce que j'ai subi les contrôles aux faciès. Et vous avez raison qu'on ne dénonce pas. On se dit ça sert à rien. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. C'est à force de dénonciation qu'on va réussir à changer les choses. Mais moi, la première, quand on m'a demandé mon titre de séjour, j'étais complètement comme ça, c'est parce que je suis née française. Donc et j'ai fait un cours de droit parce que ça, c'est la chance d'être. Je suis aussi avocate, donc c'est la chance. À l'époque, j'étais pas encore avocate, j'étais étudiante, mais j'ai fait un cours de droit aux policiers et à l'époque, il l'écoutait encore. Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire ça aujourd'hui. Quand on pense que, par exemple, le syndicat Alliance, après l'affaire Naël, lorsqu'il y a eu les émeutes, a sorti un tract en disant qu'il fallait éradiquer les nuisibles. Vous imaginez? Là, moi, ça me fait penser au Rwanda, quand même, hein. Avec ce qui se disait, il faut éliminer les cafards, mais ça aboutit à un génocide. Alors je ne dis pas que ça va obligatoirement aboutir à ça en France, je dis juste que le discours a des effets concrets. Et que ça, c'est extrêmement grave que de la part d'un syndicat de policiers qu'il parle ainsi. Parce que ça veut dire qu'il est en train de penser camp contre camp. Il y a le camp des gentils et le camp des méchants, d'ailleurs on en fait partie. Ils ont fait un clip contre la LDH parce qu'on dénonçait le fait que les contrôles routiers et surtout le fait d'utiliser une arme. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique de L435.1 du Code de la sécurité intérieure, mais le fait d'utiliser une arme, ça a été bien facilité par cette loi de 2017, et de ce fait, on voit qu'il y a des biais racistes. Je ne suis pas en train de dire que les policiers sont tous racistes, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'il y en a, et qu'il y a aussi des biais racistes. Et les biais racistes, ça veut dire que c'est un peu structurel, et que le policier n'a pas forcément conscience de ce qu'il est en train de faire. Et que c'est pour ça qu'il faut une formation aussi. Et qu'il faut aussi réduire les possibilités d'utiliser des armes. C'est le Naël, hein, c'est le cas, mais c'est lorsqu'il y a des refus d'obtempérer, et bien finalement, d'ailleurs, c'est pas toujours des vrais délits, au sens où le policier n'est pas visible avec un bandeau de policier. Donc dans ce cas-là, on ne sait pas pourquoi on devrait s'arrêter. Donc vous voyez qu'il y a tout cela à travailler. On a demandé l'abrogation de ce texte. Et sur les contrôles d'identité, moi je demande l'abrogation de quasiment tous les textes qui permettent les contrôles d'identité, sauf un cas, parce que ça c'est normal, lorsqu'il y a une infraction constatée qui vient d'être commise. Ça c'est normal, c'est le contrôle judiciaire classique, mais toutes les possibilités qui ont rendu possible des contrôles aléatoires, comme le contrôle Schengen, comme les réquisitions du procureur, tout ça devrait être supprimé. Parce que si on supprime, déjà ça donnera un signal fort aux policiers en disant vous ne pouvez pas tout faire. Alors vous allez me dire la majorité des contrôles, peut-être pas la majorité, mais une grande partie sont illégaux. Oui, mais ça donne quand même un signal, vous n'avez pas de soutien légal déjà. Et derrière, on va pouvoir travailler sur vos biais, etc., par la formation et par la dénonciation. Et ce qu'il va falloir faire aussi, c'est tout un travail sur la politique migratoire qui est menée. Et là, nous menons aussi toute une campagne, il va y avoir des mobilisations le 14 pour la manifestation et le 18 pour des meetings. Alors, le titre exact, c'est « Né ou venu d'ailleurs,
l'égalité des droits, c'est pour toutes et tous. Et pourquoi est-ce qu'il faut mener ce combat aussi? Parce que les contrôles au faciès, ils sont faits également parce qu'on cherche des personnes en situation irrégulière et qu'il y a des injonctions gouvernementales pour trouver des personnes et donc avoir, c'est la politique du chiffre, hein, avoir des bons chiffres ensuite parce qu'on a trouvé des personnes en situation irrégulière et ensuite il y a des OQTF ou des reconduites à la frontière, etc. Et ça c'est très grave parce que finalement quand on fait un contrôle à l'aveugle, d'abord c'est souvent pas légal, hein, mais en plus de ça, ça porte atteinte à la cohésion sociale et au sentiment que l'on a de faire partie de la communauté. Ça crée de la défiance vis-à-vis de la police et ça ne permet pas ensuite d'aller voter. Et ça, nous sommes vraiment très en demande par rapport à ce travail-là, parce que aller voter, c'est aussi prendre conscience qu'il faut voter contre des gens pour lesquels les droits, ça ne serait pas pour tous. Il faut absolument qu'on travaille sur ça, parce que sinon, s'ils arrivent au pouvoir, imaginez, il y a déjà un arsenal de lois qui sont dangereuses et qui, dans la pratique, en plus, sont appliquées au-delà de ce qui se passe pour la loi. Je vous ai dit, parce qu'il y a ces fameuses demandes vis-à-vis des gens en situation irrégulière, sachant que derrière, il n'y a pas de recours à un juge, puisque si la reconduite à la frontière, par exemple, est effectuée, eh bien, le juge administratif n'est pas compétent pour vérifier si le contrôle d'identité de départ était ou non légal. Et puis regardez aussi tout ce qui se passe sur la question de la drogue, où on cible aujourd'hui le consommateur. Ça n'a aucun sens. C'est pas une politique efficace contre le vrai trafic de drogue et contre le narcotrafic. Tous les policiers le savent d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, il vient d'y avoir la Cour des comptes qui vient de pointer du doigt le fait que l'organisme qui a vraiment en charge le narcotrafic n'a pas de moyens. Mais c'est plus facile de dire c'est le consommateur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire des contrôles d'identité, parce que le contrôle d'identité permet la palpation, sinon on ne peut pas. Et la palpation, ça permet de sentir s'il y a des boulettes de résine, etc. Ou même, on demande aux gens de sortir eux-mêmes de leur poche, alors que les gens pourraient refuser, en fait, mais ils ne le savent pas. Tout ça, on fait des fiches, d'ailleurs, contrôle et fouille, si vous voulez voir, j'imagine qu'elles sont là. Eh bien, le fait est que ça permet de trouver des stupéfiants, de diligenter aussitôt une procédure, et là, c'est effectivement de l'amende forfaitaire délictuelle, c'est pire que tout, parce que c'est le policier finalement qui fait le contrôle, qui trouve les stupes et qui fait la sanction. Donc la boucle est bouclée, il n'y a plus rien, les gens ne savent pas forcément qu'ils peuvent en réalité refuser l'amende forfaitaire, refuser de dire que oui, c'est vrai qu'ils ont des stupéfiants, ils ne le savent pas, et derrière, c'est du casier judiciaire. Ça veut dire que, parce que ça reste un délit, hein, ça reste un délit, et nous demandons la dépénalisation de l'usage de stupéfiants. Et ça, de fait que c'est encore un délit, même si c'est de l'amende forfaitaire, c'est un type de procédure, on va le retrouver sur le casier judiciaire. C'est des jeunes, ils n'auront plus de métier dans la sécurité, ils n'auront pas de possibilité dans certains métiers, de certaines formations, etc. Donc c'est très grave. Tout à l'heure, ce dont on a parlé, c'est plutôt les contraventions. C'est les amendes forfaitaires contraventionnelles. Mais ça aussi, moi j'ai aidé à contester énormément de contraventions. J'ai rencontré plein de jeunes, 20 000, 30 000 euros d'amende. C'est leur vie future qui est impactée, et derrière, ça veut dire qu'on a des familles entières qui sont impactées dans leur vie, parce qu'il faut payer ces amendes si elles ne veulent pas que les jeunes se retrouvent avec un futur entravé, et en fait on les enferme dans l'économie parallèle, tout simplement, parce que comment voulez-vous faire? C'est ce qui a été dit tout à l'heure, pas de compte bancaire, etc., ça va être saisi. Et là, en ce moment, on veut faire une politique où on va cibler les familles. On a déjà des expulsions de logements parce que le jeune a touché à du trafic de drogue, même si c'est pour du petit deal. Mais ça, c'est très grave de toucher les familles à travers les jeunes, parce qu'on rencontre des familles qui mettent leurs enfants dehors en disant mais il y a les petits à protéger, donc dehors. Donc il y a énormément à dire sur toute cette question de prise en compte de la drogue par les différentes politiques, alors que l'ONU, par exemple, dit
que la pénalisation du simple consommateur, ça aboutit à des contrôles discriminatoires. Ce n'est pas seulement la LDH qui le dit, c'est l'ONU, c'est le Conseil européen de l'Union européenne qui le dit également. Donc il faut absolument qu'on arrive à lutter sur toutes ces questions-là pour mettre en lumière, c'est pas une fatalité qu'il y ait les contrôles faciès, ce n'est pas une fatalité qu'il y ait ces amendes forfaitaires. On peut arriver à éradiquer ça, en fait. C'est parce que c'est vraiment une question de camp contre camp, encore une fois, dans la façon de voir les choses. Il y a la clientèle policière, et ce sont les jeunes hommes racisés, effectivement, qui sont les plus touchés. Alors que l'usage de stupéfiants, quand on fait des enquêtes, on sait qu'elles sont très répandues. L'usage est très très répandu dans la société tout entière. Ça touche tous les jeunes. Mais voilà, on va cibler certains. Donc tout ça, ça n'est pas une fatalité, mais il faut lutter ensemble, il faut réussir à faire admettre que il faut rendre visibles les choses, et pas faire comme moi quand j'avais été contrôlée, où j'ai rien dit, hein, finalement, j'ai fait que faire un cours, mais ça suffit pas. Il faut rendre visibles les choses, il faut appeler, il faut faire en sorte que les gens se sentent citoyens en participant justement à la dénonciation de cela, et faire en sorte que derrière, on puisse également changer les choses sur la justice. Un mot sur la justice, les comparutions immédiates contre lesquelles nous faisons en ce moment aussi tout un travail d'observation et de sensibilisation sur une pièce, le Léviathan, eh bien on va y avoir des débats. C'est également très pourvoyeur de discrimination, il y a des biais discriminatoires. Pourquoi ? Parce que c'est de l'abattage, hein, et que ceux qui sont les plus pauvres et qui sont racisés, malheureusement, c'est eux qui vont être en comparution immédiate. C'est un choix du procureur. Il va passer le plus en comparution immédiate parce qu'il n'y a pas de moyens la justice n'a pas de moyens, hein, déjà. Donc du coup c'est le plus simple, c'est en comparution immédiate. C'est ce qui est le plus grand pourvoyeur de prison. On sait que ça augmente de 8 fois la possibilité d'avoir une peine de prison par rapport à une autre procédure. Et bien ça signifie qu'ensuite on a Éric Zemmour qui dit mais regardez qu'il y a en prison. Vous voyez, c'est comme un cercle vicieux en fait. Et ça, c'est particulièrement grave parce que c'est un discours qui infuse, qui a l'air d'être du bon sens, alors que ça n'est absolument pas ça. C'est des biais discriminatoires et des procédures qui sont structurellement discriminatoires. Et c'est contre cela aussi qu'il faut lutter. Et ça, il faut donner aussi des moyens à la justice parce que sinon, elle ne peut pas. La France est en sous-dotation de juges depuis 30 ans. Donc on est dans les derniers au point de vue du classement des justices en Europe. Donc ça veut dire que si on n'a pas de moyens, ben on va aboutir à cette justice d'abattage et encore une fois, c'est discriminatoire. Voilà. Peut-être m'arrêter là. Hein. Merci. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Julien, puis ensuite il nous restera un petit quart d'heure, 20 minutes de temps d'échange avec vous. Bonjour à tous et toutes. Merci pour l'invitation et puis merci à la LDH d'avoir mis cette question à l'agenda. Et c'est d'autant plus que moi j'ai le sentiment un peu qu'on est dans une période de reflux en fait, en matière de lutte contre les discriminations et de lutte contre le racisme. En tout cas que les choses bougent plus beaucoup et presque que les gens seraient un peu tétanisés, comme si trop parler de ces questions contribuerait peut-être à renforcer le Rassemblement national, à trop mettre l'accent sur des questions qui pourraient nous diviser plutôt que nous rassembler. Je ne suis pas sûr de ça, en tout cas on n'a pas d'études qui montrent que trop parler de racisme et de discrimination ferait monter l'extrême droite. C'est une sorte de prénotion qui peut-être est un peu là à l'arrière-plan, mais qui ne sont pas complètement démontrés. Alors ce que je voudrais faire rapidement, c'est peut-être évoquer quelques constats, beaucoup a été déjà dit, et puis peut-être sur quelles sont les actions qui sont déjà mises en œuvre et avec quel succès en matière de lutte contre les discriminations. Alors je ne suis pas sûr d'être aussi optimiste que Nathalie, mais on verra. Alors peut-être sur les constats, ça a été dit, ça ne s'arrange pas. Et c'est quand même important de le dire, un peu à rebours de l'idée selon laquelle il y aurait une sorte de mouvement naturel vers moins de racisme, plus de tolérance et moins de discrimination. Au fond, que le chemin, il y aurait une sorte de pente naturelle vers l'intégration. Quand je présente mes travaux, d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on me dit, mais regardez, les Portugais, les Italiens, eux, s'en sont sortis, les autres, ça finira bien par arriver. C'est pas ce que disent les chiffres.
Voilà, il y a effectivement, et je crois que l'enquête Trajectoire et Origine, là, donc on a la deuxième vague qui est en train de sortir, et tout à fait intéressante de ce point de vue-là, parce que c'est une enquête statistique considérable, plus de 25 000 répondants, voilà, qu'on peut comparer dans le temps, qui montre, ce faisant également, que le problème n'est pas que conjoncturel. D'un côté, moi je suis tout à fait d'accord avec vous pour souligner qu'il y a eu évidemment une libération de la parole raciste en juin dernier, qui a contribué à mettre sur le devant de la scène des choses qui existent en général de façon plus discrète et sous les radars. Mais ce que montre très bien l'enquête Trajectoire et Origine, comme d'autres travaux, c'est que en dehors de ces périodes un peu de flambée ou de panique morale, le problème est là. Il est là, il est grand, et il aurait presque tendance à augmenter. Avec une mesure peut-être de ce point de vue-là, qui est qu'on se demande toujours quand même, quand les chiffres augmentent, notamment de déclaration des discriminations, est-ce que c'est parce que effectivement les gens sont plus discriminés, ou est-ce qu'ils sont plus sensibles, conscients, conscientisés de la réalité du phénomène, et donc c'est aussi à prendre avec mesure. Malgré tout, bon, on n'a quand même pas le sentiment que le problème est en train de se résoudre naturellement. Et notamment, hein, ça a fait un peu de bruit ces dernières semaines là, sur les chiffres du paysage français par l'INSEE, qui montrent bien que, notamment, les deuxièmes générations déclarent davantage de discrimination que leurs parents, hein, pour le dire comme ça, là aussi à rebours du mythe un peu de la pente naturelle de l'intégration et de la disparition naturelle des discriminations. Deuxième point, au-delà des constats, et je crois que j'étais très heureux en fait que dans la construction de cette soirée, vous commenciez aussi par la valorisation de ces témoignages, et je pense que c'est important, et moi c'est aussi ce que j'essaye de faire dans mes propres travaux, de ne pas en rester qu'aux chiffres. C'est-à-dire que je crois que c'est extrêmement important, et ça a été dit, d'objectiver l'ampleur du phénomène, et en même temps de montrer ce que les discriminations et le racisme font au corps et aux subjectivités minoritaires, pour le dire comme ça, et de rappeler la violence ordinaire des discriminations. C'est-à-dire, moi j'en suis venu à travailler sur ces questions-là. Au départ, moi, je ne travaillais pas sur le racisme et les discriminations, à force que les gens m'en parlent sur le terrain, notamment sur un de mes terrains principaux qui est celui de Roubaix. Et j'en suis venu aussi à considérer que c'était de ma responsabilité de chercheur d'essayer de visibiliser ces vies-là et voilà, au fond, qui quand même continuent à subir ça dans l'indifférence de plus souvent générale. Et je crois que c'est important du coup de faire, comme vous avez pu le faire tout à l'heure, de donner à voir ces paroles et ces vécus-là qui subissent le plus souvent dans l'indifférence l'écrasement des discriminations. Et je le dis a fortiori que, quand je disais que la situation ne s'arrange pas, qu'on a conduit, vous en avez peut-être entendu parler, notamment avec Philippe Vervac, je ne sais pas s'il l'a évoqué il n'y a pas si longtemps, une enquête sur des Français et des Françaises de confession musulmane qui, résignés, qui considèrent que le climat devient insupportable, vous le disiez tout à l'heure, décident de quitter la France pour mettre à distance le racisme et les discriminations. Et donc l'enquête qu'on a conduite avec Philippe, mais aussi Olivier Estève, Alice Picard, ça dit des choses aussi, je crois, de l'ampleur du racisme et des discriminations qui gagnent quand même notre société, qu'un ensemble de nos concitoyens en viennent à penser qu'ils ne pourront pas, dans les années et peut-être les décennies à venir, mener une vie normale, trouver un emploi à la hauteur de leur qualification ou offrir un avenir radieux à leurs enfants en restant en France, ça devrait toutes et tous nous interroger. Et c'est pour ça qu'on a voulu conduire cette enquête avec Philippe et nos collègues, c'est qu'on en est là. D'une certaine façon, c'est ça qu'on disent les gens, c'est « je n'en peux plus ». En fait. Et on a plutôt quand même enquêté auprès de gens qui sont des gens de classe moyenne supérieure, qui sont des diplômés, qui, malgré tout, ont réussi à gravir l'échelle sociale et qui ont accédé à des diplômes, ce qui montre bien que la situation est ambivalente et qu'il y a, malgré ces difficultés-là, y compris au sein d'institutions scolaires et d'universités, des trajectoires d'ascension scolaire, mais malgré tout, c'est des personnes qui ont été confrontées au plafond de verre et qui n'ont pas trouvé d'emploi à la hauteur de leur qualification et qui connaissent des progressions de carrière moins importantes que leurs collègues blancs en particulier, et qui, au-delà de ça, ne supportent plus, au fond, cette assignation raciale et identitaire permanente qu'ils subissent. Et donc cette enquête, je crois, a bien montré voilà, le point de retour quand même où on en est.
On nous a d'ailleurs un petit peu attaqué là-dessus, sur la quantification du phénomène, qui est difficile à opérer, mais que malgré tout, assez probablement que des dizaines de milliers de nos compatriotes en viennent à quitter la France pour pouvoir juste vivre une vie normale, ça devrait, tous et toutes, je le redis, nous interpeller. Alors, quelle réaction, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là? Alors, juste deux mots, pour pas être trop long. Un, sur les politiques publiques, et puis deux, sur le rôle des associations. Sur les politiques publiques, alors, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure dans mon intervention, moi, mes chevaux de bataille quand même depuis longtemps, c'est de dire, et en aucun cas je ferai de jugement sur ce qui se passe ici à l'échelle locale et tout particulièrement à Lille, moi j'ai pas travaillé sur la situation lilloise, mais globalement les politiques publiques, moi je crois, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les moyens qui sont consacrés à la lutte contre les discriminations sont dérisoires. Et les moyens qu'on attribue à un enjeu sont proportionnels à la place qu'on lui donne dans la hiérarchie des problèmes publics, pour le dire très simplement. Aujourd'hui, la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité, c'est considéré comme un enjeu mineur par la plupart des responsables politiques. Malgré tout, il y a des choses qui bougent. La plateforme du défenseur des droits qui a été instituée il y a quelques années permet quand même, a connu une augmentation du nombre de saisines, etc. Et les choses bougent de ce point de vue-là. Parmi les choses qui bougent et parmi la reconnaissance institutionnelle de l'ampleur du problème, à certains égards, le fait qu'il y ait, depuis quelques années, alors pas en ce moment, mais un ministère dédié à la lutte contre les discriminations pourrait indiquer aussi une forme d'institutionnalisation de ces politiques publiques qui sont demeurées dans l'ensemble très fragiles. Après, quand on regarde quand même qui était le dernier ministre de la lutte contre les discriminations et de son entourage, il y a eu un très bon article de Mediapart, je vous y renvoie, sur le cabinet en fait, du dernier ministre de la lutte contre les discriminations, qui était notamment composé d'anciens militants identitaires. Ça interroge sur la coloration que l'on veut donner à la lutte contre les discriminations, si bien que quand on parle d'action publique antidiscriminatoire, il faut regarder à la fois les moyens qui y sont consacrés, je l'ai déjà dit, qui sont à mon avis relativement insignifiants, et deux, le cadrage de la lutte contre les discriminations. Qu'est-ce qu'on fait quand on lutte contre les discriminations? Alors c'est très variable, je ne pourrais pas évidemment développer. Je l'ai dit, moi ça me pose quand même question que l'on forme davantage les discriminés que les discriminants. Et globalement, c'est quand même plutôt la tendance qui a été celle de l'action publique antidiscriminatoire depuis plusieurs décennies. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant que du côté de la ville de Lille, et je sais qu'il y a des expérimentations aussi dans d'autres territoires, on commence à former des policiers. Évidemment qu'il y a des choses qui bougent de ce point de vue-là, mais il y a probablement une inversion un peu à opérer à cet égard-là. Moi j'avais été frappé, petite anecdote, et j'en parle dans mon dernier bouquin, il y a tout un chapitre qui est consacré aux politiques publiques antidiscriminatoires dans la ville de Roubaix. Un truc qui m'avait frappé en fait, et je crois qu'Anne-Pierre Grandjean est dans la salle, et donc elle avait probablement assisté à la scène également, sur... et c'est un truc qu'on retrouve en fait dans plein d'endroits, le cadrage d'une journée de lutte contre les discriminations qui avait été organisée à l'époque par la ville de Roubaix, je me permets de le pointer, et qui s'appelait « Tous discriminés, tous discriminants ». Et en fait, et ça c'est un truc qu'on retrouve dans plein d'endroits aujourd'hui, et moi je comprends pas en fait. Tous discriminés, tous. Moi personnellement, homme, blanc, cis, je n'ai jamais été discriminé. Moi je fais en permanence, au fond, l'expérience de mes privilèges. J'ai habité 15 ans à Roubaix, j'ai été une fois contrôlé par la police, j'avais grillé un feu rouge en voiture, j'en parle dans mon bouquin, la policière m'arrête, je prends un air penaud, je dis voilà, désolé, etc. J'ai oublié mes papiers, j'avais pas mes papiers sur moi, parce qu'en fait moi je me balade jamais avec mes papiers, parce que je suis jamais contrôlé. Je leur dis, je lui demande si je peux aller chercher mes papiers chez moi. Elle me dit, ok, pas de problème, je vais chercher mes papiers, je les ramène, je n'ai pas d'amende, merci, au revoir. Et donc voilà, c'est ça l'expérience d'un homme blanc aujourd'hui à Roubaix, qui n'est pas exactement celle que je recueille dans mes propres enquêtes. Donc tous discriminés, tous discriminants, il faut arrêter. Donc tout ça pour dire en fait que tout n'est pas qu'une question de moyens, même si je pense que les moyens sont importants. Le cadrage au fond, symbolique que l'on donne à la lutte contre la discrimination, c'est important. Dernier mot sur cette question-là, sur l'action publique, sur le cadrage. Moi, je crois beaucoup, et j'aimerais juste dans un instant, si tu me laisses encore 2 minutes, encore 2 minutes, pas Emmanuel, de problème, ça nous laissera... Sur le cadrage, je crois beaucoup à l'accès au droit. Et le problème de l'accès au droit, en fait, il est multifactoriel. Je pense qu'il y a un enjeu, au fond, d'information.
voilà, de diffuser. En fait, la plupart des gens que je rencontre ne savent pas qu'il y a des délégués locaux du défenseur des droits, par exemple. Et c'est un problème, malgré les campagnes de com, etc. Donc il faut faire du aller vers. Mais moi je crois qu'il n'y aura pas de retournement massif de ce point de vue-là, que vous appeliez de vos voeux, si il n'y a pas un changement de regard au fond sur les victimes de discrimination, et si on n'arrive pas à briser le discours de la victimisation, à inverser la charge de la preuve à certains égards, et à encourager les gens à aller déposer plainte. Vous avez raison, au fond, de vous poser la question de savoir si vous avez été ou non, peut-être que les enquêtes du défenseur des droits montreront qu'en fait non. Il n'y a pas eu de discrimination, mais d'une certaine façon, le cadre hégémonique culturel dominant dans lequel on est, où on dit aux gens arrêtez de vous victimiser, arrêtez d'en faire trop, n'incite pas évidemment les gens à se tourner vers les recours disponibles et qui sont pourtant extrêmement bien placés pour ensuite effectuer ce travail-là. Et donc là, c'est pour ça que je pense qu'il y a une responsabilité des élites, et au premier chef des élites politiques, pour inverser le discours public de ce point de vue-là, qui permettrait peut-être que les victimes se saisissent davantage des opportunités qui sont à leur disposition. Dernier mot de ce point de vue-là, pour faire ce travail d'accès aux droits, ceux et celles qui sont le mieux placés, on en a beaucoup entendu parler depuis tout à l'heure, ce sont, je crois, les associations. C'est-à-dire que c'est très bien que le défenseur des droits le fasse, mais moi j'y crois quand même pas des masses. Moi qui travaille beaucoup dans les quartiers populaires, la défiance à l'égard des acteurs institutionnels est telle, en fait, que si ce travail de proximité, etc., n'est pas fait par des assauts de terrain, ça ne marchera pas, en fait. Le problème aujourd'hui dans lequel on est, et c'est pour ça moi, que je travaille beaucoup aujourd'hui sur les libertés associatives, c'est que ceux et celles qui sont le mieux placés pour faire ce travail-là, ils ne sont pas accueillis à bras ouverts en fait, par les pouvoirs publics. Juste, je me permets deux exemples. SOS Racisme est un des partenaires de cet événement. Je rappelle quand même cette anecdote qui m'avait surpris. SOS Racisme, ce n'est pas les indigènes de la République qui avaient été sanctionnés par le Fonds Marianne il y a quelques années parce qu'ils avaient pris des positions trop critiques à l'égard du groupe. Si même SOS Racisme est sanctionné d'islamo-gauchisme, mais où va-t-on d'une certaine façon et donc nous, avec l'Observatoire des libertés associatives que tu mentionnais gentiment à l'instant Nathalie, on essaie de documenter ce travail-là, et donc au-delà des grosses fédérations qui peuvent avoir des difficultés, des petites assos de quartier qui ne cessent au fond d'avoir des soucis de ce point de vue-là, et qui vient entraver d'une certaine façon ce travail qui pourrait conduire entre les victimes de discrimination et les institutions. Et donc quand je parlais de changer de regard, c'est aussi de changer de regard sur ces acteurs-là qui sont souvent vus comme des ennemis de la République plutôt que comme une partie de la solution quand on parle de lutte contre la discrimination. Merci beaucoup, tout cela a été à la fois très riche et très complémentaire. Donc maintenant, parole à la salle. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je suis très contente de vous avoir en face dans cette salle. Moi, je vais m'adresser à monsieur Julien Tolpin, c'est ça? Vous avez dit que je suis blanc et je n'ai jamais été victime de discrimination. N'oubliez pas, les gilets jaunes, ils étaient de couleur blanche. Rappelez-vous. Merci. Bon, ça c'est juste une petite intervention. Et donc là, je vais juste dire discrimination, atteinte à la dignité et à l'estime de soi, isolement social, difficulté à s'insérer professionnellement et socialement, précarité économique, problème de santé mentale. Je vais aussi dire, en fait, j'ai pas compris, je voulais savoir si l'un de vous pourrait m'expliquer la législation. La France dispose d'un cadre juridique solide pour lutter contre les discriminations, notamment la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la loi du 29 décembre 1990 relative à l'égalité des droits et des chances. Merci. Bonsoir, voilà, j'ai été aussi gilet jaune. J'étais déclarante à Lille
Et je suis aussi média indépendant professionnel. Les contrats faciès, je les connais tout le temps. Même mes collègues. J'ai un de mes collègues, il a démissionné, il a arrêté carrément son emploi. Et je voulais juste interagir avec M. Pianezza. Il y a du boulot au niveau de la police. Peut-être prendre une troisième question et puis ensuite il y a plein de choses. Alors du coup, j'aurais une question, c'est quel est le vécu de l'exercice du monopole de la violence physique légitime de l'État par les jeunes de banlieue et quel sens donne-t-il aux explications des législateurs? Alors on va peut-être, on prendra peut-être la question, il y avait une question sur les gilets jaunes victimes de discrimination, sur les lois concernant le cadre législatif, et puis une question plus directement destinée, je vais peut-être laisser Jérôme commencer par répondre, puisqu'il y a une question qui lui est directement destinée. Alors, bonsoir madame. D'abord quand même une chose, moi je suis... Oui, vous êtes... Excusez-moi, on voit moins dans l'autre sens. Moi je suis élu à la ville de Lille, je ne suis pas procureur de la République. C'est-à-dire que moi, quand je parle de la police, je parle de la police municipale. D'accord ? La seule chose que nous pouvons faire en termes de formation, c'est par rapport à la police municipale qui dépend de la compétence de la ville. Premier point. Deuxième point, là pour le coup, c'est à la fois l'élu et l'avocat qui vous répondent, l'avocat pénaliste en plus, donc la police nationale, je la vois tous les jours. Je crois, madame, moi c'est mon avis, mais je crois qu'on ne fera pas de la lutte contre le racisme contre la police, on le fera avec la police. Parce que comme cela vous a été parfaitement évoqué, d'abord très clairement on a besoin de la police nationale, c'est important, première chose. Deuxième chose, je pense fondamentalement en effet qu'il n'y a pas plus de racisme dans la police qu'ailleurs. En tout cas, il n'y a pas d'éléments en tout cas pour le dire. Par contre, la différence, c'est qu'ils ont une arme, ils ont le droit de l'avoir, madame. D'accord ? C'est la loi qui leur permet. Ils ont le droit, par contre, de l'avoir, de l'utiliser dans des conditions légales, bien évidemment. Bon. Mais une police nationale sans armes, c'est un peu compliqué quand même. Et on sait aussi, malheureusement, parfois, il est nécessaire de... Mais il faut respecter la loi, il faut respecter évidemment les critères, il faut être impitoyable lorsqu'il y a évidemment une infraction commise par un policier, c'est essentiel, et là pour le coup c'est l'avocat qui vous répond. Moi j'ai, et toujours d'ailleurs actuellement, déposé des plaintes entre les mains du procureur de la République, parce que déposer une plainte contre la police au commissariat c'est un peu compliqué. Une plainte contre des policiers devant le procureur de la République, j'en ai déposé plusieurs, pas 40, enfin on en a déposé un certain nombre, il y en a très peu qui ont abouti. Parce qu'en effet, alors moi je ne suis pas persuadé que le procureur de la République couvre les policiers, je peux vous dire qu'en tout cas le procureur de la République de Lille aujourd'hui par exemple, madame le procureur de la République aujourd'hui à Lille, vraiment pas dans cet état d'esprit-là. Par contre, évidemment, c'est compliqué parce que tout le monde se couvre les uns les autres au sein de la police dans ces cas-là. C'est très compliqué pour un policier, on évoquait tout à l'heure un exemple, de dire qu'un de ses collègues a commis une infraction, est raciste, etc. C'est très compliqué parce qu'après il faut continuer à vivre au commissariat, il faut continuer à vivre avec les collègues, il faut continuer à pouvoir travailler avec les collègues. Et ça c'est très compliqué, donc c'est un problème de preuve. Et ensuite, il y a aussi des enquêtes de l'IGPN qui sont très largement contestables sur la façon de faire, parce que quand c'est la police qui contrôle la police, bon voilà, c'est pas toujours très simple non plus. Vous voyez, c'est l'avocat qui vous répond, là c'est pas l'adjoint au maire. Enfin, comme je suis pas totalement schizophrène, voilà, il y a un mélange. Bon, mais ça, la police nationale, voilà, moi je pense très clairement qu'on le fera avec eux et pas contre eux. Bon. Par contre, la police municipale, je reviens à ce que je disais au départ, ça c'est de la compétence de la ville. Et donc, comme on l'a fait d'ailleurs sur le plan de lutte contre les discriminations LGBT, vous savez, ça n'a pas toujours été très simple de faire passer ce message à mes collègues, voilà, au sein de la ville de Lille. Bon, on m'a dit, ouais, mais enfin toi t'es avocat, donc tu vois mal partout. Bah non, non. Enfin si, j'assume. Enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi. Voilà, mais on est peut-être le poil à gratter, mais... C'est tout. Des fois, il faut aussi faire passer le message. Et on l'a fait dans le plan de lutte contre les discriminations LGBT. Et ben, on a des policiers municipaux qui ont des formations
pour quand il y a un contrôle dans le quartier gay de Lille, dans le vieux Lille, il n'y ait pas de remarques maladroites, vous êtes monsieur, vous êtes madame, enfin ce genre de choses. Il pouvait y avoir potentiellement ce genre de choses. Non, voilà, on fait des formations. Et je ne pense pas que les policiers municipaux sont particulièrement homophobes ou autres, mais parce qu'il y avait à minima des maladresses très importantes. Je vais vous citer un exemple, madame, en matière de transphobie, par exemple. Vous voyez, on rejoint un petit peu l'idée de ce que j'évoquais. À l'état civil, moi j'avais rencontré une dame qui m'avait dit qu'elle était allée à l'état civil pour faire changer un certain nombre de papiers, puisqu'elle avait eu évidemment la possibilité de le faire. Madame était devenue monsieur, je crois, mais peu importe le sens. Et l'officier d'état civil, croyant bien faire d'ailleurs, lui dit « Ah bah c'est super, etc. En plus, ça se voit pas du tout. » Bon. Et c'est ce que j'avais expliqué à cette dame en lui disant « Mais en fait, vous croyez bien faire, mais non, en fait, c'est hyper vexant, en fait, vous vous en rendez pas compte, vous l'avez pas fait avec un mauvais esprit, mais c'est... Voilà. » D'ailleurs, la personne qui avait été victime de cela avait bien compris que c'était pas fait méchamment, mais n'empêche quand même que c'était très maladroit. Pour le racisme, il y a aussi cette approche-là, évidemment, et ça, pour le coup, dans la police municipale, la formation, on peut le faire, et on le fera. Ce que je ne fais pas, évidemment, je ne propose évidemment pas un plan, si c'est pour ne rien faire derrière. Il faut faire des choses et rendre des comptes. Je le dis aussi au passage, les politiques, ils doivent aussi rendre des comptes dessus. Alors, je vais peut-être, je laisserai Nathalie rebondir. On peut ne pas tout à fait avoir le même avis sur l'armement de notre police nationale, ni sur son comportement vis-à-vis d'une partie de la jeunesse. Voilà, pour la Ligue, en tout cas. Sur les lois, la question qui a été posée, tu peux répondre sur la loi sur les libertés de la presse. Oui, je vais continuer aussi dans l'anecdote d'abord, parce que ça m'amuse. Moi, j'ai souvent eu comme remarque, qu'est-ce que vous parlez bien le français? Voilà, c'est le genre de parole maladroite. J'ai dit merci, mais... mais voilà. Oui, on pense que la question de l'armement se pose effectivement parce que en Angleterre, le principe c'est de ne pas être armé, mais il y a aussi tout un travail. Oui, bon, il y a certains qui deviennent, bon, mais il n'empêche que ils sont largement pas armés pour la raison simple qu'ils ont dans l'idée qu'il faut avoir confiance dans sa police et qu'un armement ça crée déjà de la distance. Et il y a aussi une façon d'appréhender le rapport à la personne contrôlée et surtout aux jeunes, à ne pas être en position d'autorité, à ne pas être tout de suite agressif. Et c'est ce qu'on voit, hein, qu'ils arrivent de façon assez agressive déjà. Et ça, c'est aussi une façon de travailler, mais ça ne relève pas effectivement de la municipalité, c'est la police nationale. Et donc après, sur les questions de loi, alors vous parliez de la loi de 1881, ça c'est la loi sur la liberté de la presse. Sachez qu'en ce qui concerne les propos racistes, injures racistes, etc., ça, c'est pas admissible. C'est effectivement des délits qui sont dans la loi de 1881 et où la diffamation à caractère raciste, etc., ce n'est pas admissible. Et nous gagnons régulièrement, hein, contre même des députés ou autres, nous gagnons régulièrement des combats lorsque nous nous constituons partie civile, parce que là on a la possibilité d'agir, donc on le fait, et ça permet aussi de dire nul n'est habilité à tenir de tels propos. Donc c'est extrêmement important de pouvoir cibler ça. Ça c'est la loi de 1881, et ensuite sur les discriminations, les lois qui sont intervenues, parce qu'il y en a eu plusieurs sur les discriminations elles-mêmes, en fait c'est à la fois effectivement il y a beaucoup de cas, je vais peut-être vous laisser détailler si vous voulez, mais en fait au point de vue juridique il faut toujours malgré tout avoir un cadre précis, et le cadre pénal est plus restreint, c'est normal parce que c'est du pénal, et il est plus restreint qu'en droit du travail par exemple. Et en plus de cela, il y a un aménagement, ce qui a été dit tout à l'heure en point de vue de la preuve, c'est facilité dès lors qu'il y a un élément qui laisse penser à une suspicion de discrimination, c'est l'employeur qui doit prouver qu'en fait il ne s'agit pas de discrimination. C'est la même chose d'ailleurs si on va au civil en responsabilité de l'État pour contrôle aux faciès, pour contrôle discriminatoire, c'est pareil. La Cour de cassation a effectivement dit on facilite la preuve en disant regardez, la personne pense que c'est un contrôle discriminatoire en raison de sa couleur de peau, très bien, et vous, État, qu'est-ce que vous dites? Alors, si c'est un contrôle qui correspond au cadre légal, bon, alors
il n'y a pas de discrimination. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas en réalité, hein, mais il y a au moins un cadre légal qui justifie. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi diminuer le cadre légal. Je donne un exemple de discrimination alors qu'il s'agit d'un cadre légal. Une personne qui nous a saisis, qui a été verbalisée pendant le Covid parce qu'elle portait son masque en dessous du nez. Et elle dit, ben oui, j'ai commis l'infraction, je ne conteste pas. Sauf que j'ai été la seule contrôlée dans la rue et les autres étaient blancs, moi j'étais noire. Ben, vous voyez, pour moi, il y a une discrimination et nous l'avons accompagnée dans sa contestation. Pour autant, juridiquement, il y avait effectivement l'infraction commise. Donc, vous voyez que c'est pas exactement la même chose, c'est pas forcément la définition légale. Nous l'avons accompagnée pour la contestation de sa verbalisation. De la même façon qu'on a d'autres cas de figure où nous intervenons, où c'est pas de la discrimination directe. Par exemple, nous attaquons systématiquement les arrêtés municipaux qui interdisent le burkini sur les plages. Ça, nous attaquons, nous gagnons. Mais c'est pas. On sait tous qu'en réalité c'est de la discrimination envers les musulmans. On le sait tous, et plus particulièrement envers les femmes musulmanes. Donc il y a en plus un côté sexiste finalement, hein, de genre. Mais pour autant, on ne peut pas dire directement que c'est de la discrimination, l'attaquer en tant que telle, parce que là on va perdre, dans la mesure où on ne va pas réussir à démontrer que, etc. Mais sur les critères de est-ce que c'est la liberté personnelle de s'habiller comme on veut, eh bien sur ces critères-là, on peut agir en disant il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de sécurité, il n'y a pas de raison de trouble à l'ordre public, donc c'est le principe de liberté. C'est pour ça qu'il faut promouvoir aussi le principe de liberté. C'est essentiel dans une démocratie. Et c'est un peu le discours inverse que l'on entend ces dernières années de nombre de politiques. C'est pour ça que c'est dangereux. Parce que le principe dans une démocratie, c'est la liberté. Ça nous permet d'agir. Oui, alors donc, sans faire de cours de droit, je reviendrai juste sur deux idées. La première, c'est que je crois, donc il y a un cadre légal, effectivement, on peut pas, il faut s'inscrire dans ce cadre légal pour, j'allais dire, pour gagner, et donc pour faire valoir ses droits, pour être rétabli dans ses droits. Et c'est là quand même que l'accès au droit est très important, parce qu'en réalité, surtout, il faut absolument pas qu'on demande aux personnes qui sont discriminées d'être des spécialistes du droit de la discrimination. En revanche, il faut qu'on leur offre un accès à ces spécialistes. C'est un peu le rôle du défenseur des droits, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient connus. Les délégués du défenseur des droits, s'ils sont aussi nombreux, ce sont généralement des personnes qui sont à la retraite, qui ont une vie administrative avant, d'anciens profs, ça peut être d'anciens avocats, d'anciens magistrats, qui vont se mettre au service des personnes pour se faire le relais entre la règle de droit que eux maîtrisent mieux, et nous on les forme d'ailleurs régulièrement, et puis la situation concrète. Donc je trouve que la question de l'accès au droit, elle est vraiment déterminante. Et d'ailleurs, vous le disiez, vous avez réussi à faire annuler des interdictions par un biais autre que celui d'un discours sur la discrimination. Mais ça, ce sont les professionnels du droit qui doivent le faire. Et ça doit être leur sujet à eux et pas à celui de la victime. Et je reviens sur la question de la police. J'allais dire, saisissez le défenseur des droits. Enfin, je ne sais pas si Anne-Claire sera d'accord, mais oui, aujourd'hui, il y a un contrôleur externe de la police, c'est le défenseur des droits. C'est une autorité qui est en charge, qui a pour mission notamment de s'intéresser aux questions de respect des règles déontologiques par les forces de sécurité, donc toutes les forces de sécurité, et nous sommes régulièrement saisis, et sur ces sujets, je crois qu'il y a un vrai enjeu et de confiance aussi, les contrôles discriminatoires, ça interroge les citoyens, mais ça interroge aussi les policiers, et pour que les choses fonctionnent, il faudrait qu'il y ait un cadre qui soit beaucoup plus opérationnel, qui soit plus objectif, avec plus de traçabilité, et ça fait partie des missions qui sont celles du défenseur des droits, et qui est le seul à exercer aujourd'hui, avec, je pointe ce sujet, avec un manque de moyens important pour mener à bien ces missions. T'es interpellé sur les gilets jaunes. Sur les gilets jaunes. Que dire, il y aurait beaucoup à dire. Si ce n'est que, si d'un côté dire que
la question des discriminations, et notamment des discriminations à l'origine ou ethno-raciales dont on parle ce soir, est importante. Ça ne veut pas dire que la société française n'est pas traversée par d'autres problèmes importants qu'on pourrait, par exemple, conduire les gilets jaunes à se soulever, et que par ailleurs, quand on parle de police, la question des pratiques discriminatoires de la police ne recouvre pas l'ensemble des problèmes qui a trait aux pratiques policières. Les violences policières ne touchent pas que les minorités. On l'a bien vu au moment des gilets jaunes. On pourrait prendre l'exemple de Cédric Chouviat, etc. Il y a plein d'exemples, à mon avis, qui pourraient, mais je ne suis pas complètement spécialiste de cela. Je voudrais quand même rebondir, en fait, peut-être sous forme de question ou d'interpellation sur la question, on a beaucoup parlé, en fait, contrôle d'identité et police. C'est un peu sur le que faire, en fait, d'une certaine façon. En fait, un des étendards, pendant longtemps, ça a été le récépissé d'identité, avec le succès que l'on sait. Est-ce qu'il faut continuer, d'une certaine façon, avec ça? Moi, j'étais quand même frappé, quand on entend ces chiffres, 32 millions de contrôles d'identité annuels. 47. Bon, 47, moins les 15 contrôles routiers, etc. Bon, moi je ne suis pas spécialiste de la sociologie de la police, mais ce que montrent quand même assez bien mes collègues, c'est que, a priori, ces contrôles d'identité ne servent à rien. Et donc il y a une forme d'irrationalité dans l'allocation du fruit de nos impôts. Pour le dire, moi je ne suis pas du tout sur un discours anti-police, etc. La question c'est, est-ce que le temps de travail consacré à ces contrôles d'identité ne pourrait pas être mieux alloué par rapport aux autres problèmes qui se posent aujourd'hui? Et donc la question simplement c'est aujourd'hui, moi j'ai pas de réponse à cette question, je me demandais en fait où est-ce que vous en étiez par exemple à la LDH ou à la ville de Lille là-dessus. C'est est-ce que dans ce combat pour l'égalité, pour le dire comme ça, est-ce que l'enjeu aujourd'hui, ce ne serait pas de passer sur suppression des contrôles d'identité, comme c'est par exemple le cas en Angleterre, à des fins notamment, je ne sais pas, même dans un contexte d'austérité budgétaire, peut-être qu'au fond ça pourrait être davantage entendu. Dernier point peut-être de ce point de vue-là, et là moi du coup je suis pas du tout juriste, etc. Je me rappelle il y a quand même une dizaine d'années, quand on parlait récépissé d'identité, de la possibilité des expérimentations locales. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de ce point de vue-là? Parce que bon, globalement, on a le sentiment que le contexte politique à l'échelle nationale est relativement bouché, bien qu'incertain. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à mener des batailles culturelles, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'une certaine façon? Voilà, alors, la formation, je pense, des policiers est importante. Malgré tout, vous aviez raison de le rappeler, et je pense qu'il faut le redire en fait. Moi je pense que le racisme dans la police n'est pas le problème premier. C'est-à-dire, moi ce que je dis souvent en fait quand je parle de ces questions-là en cours, c'est que quand bien même demain tous les policiers seraient noirs et arabes, on aurait encore des problèmes de discrimination en fait. Pourquoi? Parce que le problème il est systémique. Tant que vous aurez des contrôles d'identité, vous aurez de la discrimination, quels que soient les policiers. Quand bien même, il y a aussi, on a des études quand même qui documentent assez bien des problèmes de racisme comme dans la police. Mais le problème des discriminations, c'est qu'elles se reproduisent indépendamment des intentions des acteurs, parce qu'elles sont liées au fonctionnement institutionnel. Et donc, moi je suis tout à fait d'accord que si on veut s'attaquer à ces problèmes-là, il faut changer les procédures. Voilà, il faut supprimer des contrôles d'identité qui ne servent à rien. Il faut revenir sur la loi de 2017 sur la légitime défense. Il faut réfléchir, bon c'est pas comme ça qu'elle est appelée officiellement, mais il faut revenir sur les questions d'armement. Effectivement, toute la question c'est comment on fait ça dans un contexte politique national qui est le nôtre. Ce que je propose, c'est peut-être, comme on arrive du temps, de laisser 2 minutes à Nathalie Théo pour éventuellement revenir répondre. Ensuite, je dirais juste un mot de conclusion. Puis, on fera une petite pause avant de passer à la suite. Ariel Mi est arrivée pour le dernier temps d'échange autour de l'ouvrage d'Ariel. Voilà. Oui, si j'ai réagi quand tu as dit légitime défense, c'est parce qu'en fait c'est pas ça, c'est pas le cadre légal. Et justement nous demandons l'abrogation de ce texte pour en revenir à la légitime défense, parce que la légitime défense c'est un cadre, c'est ce qui justifie la commission d'une infraction, parce qu'on est en défense légitime, parce que l'État ne peut pas nous protéger à ce moment-là, et donc il faut qu'on se défende nous-mêmes, mais c'est le cadre qui vaut pour tout le monde. Qu'il soit policier ou non, c'est le même cadre. Et c'est pour ça qu'il faut en revenir à ce cadre de légitime défense qui est... Et justement, le défenseur des droits disait, à l'époque, en 2017, que le cadre de la légitime défense était très mal connu des policiers. Alors déjà, s'il connaît mal ce cadre-là qui existe depuis Mathusalem, comment voulez-vous qu'ils connaissent le cadre de la loi 2017 et qui justement, c'est de la permission de la loi de tirer dans certaines hypothèses. Et évidemment
qu'il ne connaît pas ce texte. Donc c'est ça qui est aussi, c'est pour ça qu'il faut l'abroger complètement, hein, et en revenir au cadre normal. Nous avons, alors je disais pour les contrôles d'identité, puisque je disais qu'il faut supprimer en fait, il faut supprimer le cadre légal hors contrôle lors d'infraction, et également supprimer les politiques qui sont menées, qui demandent aux policiers de pratiquer des contrôles d'identité. Je vous ai donné deux raisons. La question de toucher le consommateur de stupéfiants, donc il faut aussi dépénaliser l'usage de stupéfiants, et vous enlèverez toute une partie des contrôles d'identité, parce qu'à ce moment-là, vous avez les palpations qui ne pourront pas être faites. Ensuite, il faut aussi changer de politique migratoire. Donc voilà, on a finalement des leviers qui sont, alors c'est pas exactement la politique menée actuellement, mais c'est quand même ce vers quoi il faut tendre. Et un autre exemple aussi d'action qui menait un peu par la bande, nous avons gagné devant le Conseil d'État le fait que les policiers doivent porter leur matricule, le RIO, hein, doivent porter leur matricule de façon effective tout le temps, et également de façon visible, c'est-à-dire que ce soit beaucoup plus gros, réfléchissant. On a demandé tout ça, on l'a gagné il y a 1 an. Le Conseil d'État avait dit, bon, ben, vous avez 1 an, ministre de l'Intérieur, pour le faire. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des appels d'offres à faire, hein. Si ça doit être plus gros, etc. Ça fait 1 an, il n'y a toujours rien. Donc maintenant, nous sommes obligés d'agir en exécution de l'arrêt du Conseil d'État. Donc pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si on n'arrive pas à dire que c'est tel policier qui a fait telle action, et souvent, et en plus, il porte des cagoules, bon, eh bien, vous faites comment pour porter plainte? Contre qui? L'enquête, elle aboutit à quoi, dans la mesure où on ne peut pas trouver qui a commis l'infraction, sachant en plus que l'IGPN ou l'IGGN, encore une fois, c'est des policiers qui contrôlent les policiers. Dès lors que c'est pas indépendant, il faut changer tout ça. Et pourquoi pas donner plus de pouvoir au défenseur des droits, par exemple, qui lui est indépendant. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses à travailler pour obtenir qu'enfin on arrive à une police qui soit au service des citoyens et non pas pour protéger le gouvernement. Alors, je vais juste dire un mot de conclusion. Bon, d'abord, le RIO, je vois tous les camarades avec qui nous étions dans les réunions, les observateurs de l'Observatoire. Vous nous avez peut-être vu en manifestation. C'est pour ça qu'on s'approche si près des policiers. C'est pour filmer et qui nous aiment pas trop. Mais voilà, on l'a beaucoup fait. Et c'est 30% de port du RIO visible à peu près sur l'ensemble des observations pour l'Observatoire lillois. Et la dernière observation, je le dis aussi parce que tu l'as cité, a débouché quand même sur une enquête IGPN. Donc bon, ça servira. Enfin, on ne sait pas à quoi aboutira cette enquête, mais c'est déjà pas mal que ça aboutisse. Voilà. Moi, je voulais juste conclure en rappelant, puisque Nathalie l'a cité et que vous êtes tous là, j'en profite, qu'il y a une importante mobilisation nationale, mais aussi à Lille, le 14 décembre, autour d'un mot d'ordre qui est né ici ou venu d'ailleurs. L'égalité des droits, c'est pour toutes et tous. Alors, c'est une mobilisation qui se fait autour de la Journée internationale des migrants, mais qui vise aussi à dire que finalement maintenant, sont victimes en France, quotidiennement, toutes les personnes qui sont étrangères, situation régulière, pas irrégulière, ou considérées comme étrangères. Et donc c'est une mobilisation qui à Lille se fera avec une manifestation. Je crois que c'est un départ, on vous distribuera le flyer. C'est l'après-midi, le samedi 14 après-midi, avec ensuite une réunion publique, un temps de meeting et de débat à la Bourse du Travail à Fives. Donc vous êtes tous cordialement invités. Puis il me reste à remercier nos invités, parce que je crois que c'était très complémentaire, très intéressant. On attend avec impatience aussi le plan de la ville de Lille, et je crois que c'est une étape tout à fait importante pour l'ensemble des associations que nous sommes. Voilà, merci beaucoup. On fait 5 minutes de pause et puis on passe la parole à Léonie pour le dernier temps d'échange.